Le 20 septembre 2022. C'est la date à laquelle a commencé l'arc d'Egghead qui aura duré près de 2 ans. Avec ses 64 chapitres, Eiichiro Oda nous aura fait vivre un des meilleurs arcs de l'œuvre centré sur l'un des personnages les plus mystérieux de la saga. J'ai nommé le Dr Vegapunk. Scientifique de génie qui travaille pour le gouvernement mondial et qui, en parallèle, commença des recherches sur le siècle oublié afin de découvrir la vérité. Une vérité que cherchent à étouffer par tous les moyens les hauts gradés de la Terre Sainte de Marie-Joise, à savoir le Gorosei au même titre qu'Imu-sama. Aujourd'hui, il est grand temps de faire une vidéo bilan sur cet arc majeur qui a suscité énormément d'engouement auprès de la communauté fan de One Piece, mais qui aura également surpris tout le monde avec le nombre apocalyptique d'informations que nous avons eues au cours de ce dernier. Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus particulièrement une vidéo bilan où on va aborder le sujet de l'arc d'Egghead. Au cours de cette vidéo, je serai amené à vous donner mon avis, mon ressenti par rapport à cet arc qui vient tout juste de se terminer et qui a commencé de fort belle manière en y introduisant une référence à une affiche de film, le film The Meg, sorti en 2018 et qui a permis à l'auteur, Eiichiro Oda, d'y introduire les Sia Weapon. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et à présent que l'introduction est à présent achevée, nous allons pouvoir dresser le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à vous donner mon avis global par rapport à l'arc d'Egghead. Ensuite, en deuxième partie, on sera amené à lister l'ensemble des points positifs et des éléments qui m'ont plu au cours de cet arc pour terminer avec la troisième et dernière partie où là, on listera les points négatifs et les incohérences liées à cet arc. Le sommaire de notre vidéo étant à présent achevé, je vais me permettre néanmoins d'ouvrir une petite parenthèse parce que si toi derrière ton écran tu n'es pas à jour au niveau des scans, ça pourrait occasionner quelques soucis parce que au cours de cette vidéo, il y aura énormément de spoils comme tu peux naturellement t'en douter. « 9 sur 10 ». Voilà la note que j'attribue à l'arc d'Egghead dans sa globalité. En effet, depuis la fin de Wano Kuni, j'ai vécu l'arc d'Egghead comme étant une grande bouffée d'oxygène tellement j'ai été heureux de pouvoir entamer une nouvelle étape dans l'histoire de One Piece. Mais au-delà de ça, cet arc regroupait l'ensemble des thèmes cinématographiques que j'aime regarder. En outre, le côté action-aventure et science-fiction propre à l'arc que l'on retrouve régulièrement. Aussi, je peux affirmer que ce dernier fut extrêmement plaisant à lire dans son intégralité. De plus, au niveau de l'adaptation en animé, le changement de studio m'a permis de redécouvrir une qualité à la hauteur de ce que j'attendais par rapport à l'œuvre de One Piece. Pour ma part, le studio d'animation qui s'est occupé de l'arc de Wano Kuni a fait un moins bon travail d'animation que celui auquel on est confronté actuellement. Après, personnellement, je mets un 9 sur 10 dans la mesure où je pense qu'il y a toujours matière à faire mieux que ce qui a déjà été fait. Mettre un 10 sur 10 reviendrait à dire que l'arc est parfait. Or, j'estime que la perfection n'existe pas dans ce monde et que l'on s'appelle Eiichiro Oda dit la masterclass n'y changerait rien. D'autre part, à côté de ce raisonnement, il y a également l'histoire propre à l'arc qui m'a permis de découvrir le visage du plus grand scientifique au monde, le Dr Vegapunk.
Événement que j'attendais avec grande impatience depuis le jour où on a entendu parler de lui pour la première fois au chapitre 485 par Bartholomew Kuma, alors présent sur l'île de Thriller Bark. Par ailleurs, ceci ne représente qu'une fraction de ce qu'on a eu au cours d'Egghead. La présentation des 6 satellites de ce dernier, l'intervention du CP0, un nouveau flashback lié à l'île d'Ohara, le passé de Kuma, l'incident de God Valley et aussi et surtout la grande bataille d'Egghead. Est-ce que vous vous rendez compte que durant la bataille finale, on avait un total de 30 000 effectifs liés à la marine présente sur l'île ou ses environs? Pour comparer, gardez à l'esprit que pour Marineford, il y avait un total de 10 000 effectifs. C'est un peu comme si vous mettiez 3 Marineford côte à côte sur ce plan-là. Mais après, il ne faut pas exagérer parce que l'arc d'Egghead n'a pas surclassé en ce qui me concerne Marineford et je pense que beaucoup de personnes partageront mon avis. Cependant, d'un autre côté, cet arc était 10 000 fois mieux que Wano Kuni. En bref, je me suis régalé de A à Z. De plus, Oda a construit cet arc de sorte à pouvoir incorporer des événements qui se sont produits aux 4 coins de Grand Line et du Nouveau Monde. Ce qui nous aura permis d'apprendre ce qui s'est passé durant la fin de la rêverie. Et la fin fut extraordinaire. On peut remarquer que par rapport à ça, l'auteur a utilisé le même principe qu'il avait fait pour Wano Kuni, où il donna des informations sur ce qui se passait à travers le monde lorsqu'on avait terminé les différentes parties liées à l'arc. Voilà qui conclut mon appréciation globale sur l'arc d'Egghead. À présent, nous allons pouvoir enchaîner avec la partie suivante qui va se centraliser sur le listing des points positifs et des éléments positifs et que j'aurais apprécié au cours de l'arc d'Egghead. Afin de démarrer au mieux cette deuxième partie, nous allons commencer par établir le premier point positif qui est un point assez particulier dans la mesure où il ne touche pas à proprement parler le manga. Le point positif que j'ai à dire en premier lieu, c'est au sujet du studio d'animation en charge de l'arc d'Egghead. Comme vous le savez, entre l'arc de Wano Kuni et l'arc d'Egghead, la Toei a opéré un changement de studio en charge de l'adaptation en animé de la série One Piece et pour moi, ça occasionne un énorme point positif dans la mesure où j'accorde énormément d'attention à l'animation de la série One Piece, bien plus qu'au manga. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la série animée me permet d'une part d'avoir un travail finalisé de A à Z, mais aussi et surtout de pouvoir mieux décrypter ce que Oda a en tête, parce que des fois, il faut être réaliste, au niveau du coup de crayon d'Eiichiro Oda, on a un peu du mal à s'y retrouver. Exemple type, pour vous n'en citer qu'un seul, au cours de l'arc d'Onigashima, lorsque Kaido s'apprêta à attaquer Luffy dans son attaque finale sur Onigashima, moi, au niveau du manga, je pensais que la nouvelle forme de Kaido était une nouvelle transformation. Or, avec l'animé, j'ai appris et j'ai compris surtout que Kaido avait revêti une espèce d'armure de feu lui permettant d'accroître sa puissance. Et ça, avec le manga, je n'avais absolument, mais absolument pas compris le coup de crayon d'Eiichiro Oda. Et c'est justement pour ça que j'accorde énormément d'attention à la qualité de l'animation de la série One Piece. D'autre part, il faut dire la vérité, c'est que Eiichiro Oda n'est pas connu pour sa qualité graphique en matière de dessin, mais plus par rapport à l'histoire de One Piece à proprement parler. Et c'est justement pour ça que je voulais mettre en avant comme premier point positif la qualité d'animation de la série animée liée à l'arc d'Egghead. Deuxième point positif, cela concerne le chara design du Dr Vegapunk.
Bien qu'il soit diamétralement différent de ce qui nous a été présenté au cours du chapitre 485, Oda nous a une fois de plus sorti un personnage tourné sur le côté humoristique, faisant directement écho à Einstein tout en gardant un certain sérieux dans sa globalité, notamment lorsqu'il parle. Très franchement, j'ai adoré voir le character design de ce dernier. De surcroît, l'auteur a fait le choix d'incorporer 6 autres Vegapunk définis comme étant les satellites de leur original. Ainsi, l'auteur exploite à la fois l'importance du personnage, mais aussi et surtout la diversité vis-à-vis des différents character designs qu'il nous propose. Personnellement, moi, j'ai toujours préféré Chaka aux autres satellites. Et RIP Chaka, on pense fort à toi. Autre point positif qui m'a énormément fait plaisir durant l'arc, c'est le retour du CP0 accompagné des Séraphins. Alors là oui, je plaide coupable, car depuis l'incorporation des Séraphins, j'adore ces personnages. Le seul problème que j'ai avec ces derniers, c'est qu'ils sont tous dans une forme très enfantin et qu'en définitive, j'aurais aimé qu'Eiichiro Oda nous les présente dans leur forme adulte. Autre élément que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'Oda nous développe davantage tout le passif lié à Ohara. Cela permet d'accroître davantage le développement de Robin, mais aussi d'apprendre ce qui s'est passé après le Buster Call, et ça, nous n'avions aucune information à ce propos. En outre, la rencontre entre Vegapunk et Monkey D. Dragon. Dernier point positif que j'ai énormément apprécié durant l'arc, c'est l'allocution du docteur Vegapunk. Très franchement, le bonhomme nous a régalé en matière d'information et ça a permis d'éclaircir certains points obscurs, en l'occurrence, nous en apprendre plus sur les sombres desseins de la noblesse mondiale. Cependant, je reste sur ma faim dans la mesure où il n'a parlé à aucun moment du dit. Quand est-ce qu'Eiichiro Oda se décidera-t-il à nous parler de cette lettre ? Faudrait peut-être qu'il se décide à lever le voile sur ce mystère. Voilà qui conclut l'ensemble des points positifs que j'ai retenus sur l'arc d'Egghead. Dans la continuité des points positifs liés à l'arc d'Egghead, je vais à présent m'atteler à vous donner les 5 passages du manga que j'ai le plus hâte de découvrir en adaptation animée. En 5e position, nous commençons avec l'arrivée des géants et plus particulièrement l'introduction de Dory et Brogy face aux navires de la marine. Cette séquence, j'ai véritablement hâte de la voir et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de très pertinent par rapport à l'animation. Numéro 4, la décharge du Haki des Rois de Joy Boy produit par Emmets. Là franchement il faut qu'il y ait quelque chose qui soit d'une dinguerie sans nom pour montrer la puissance et la supériorité du Haki des Rois de Joy Boy. Joy Boy, le premier pirate. Il faut que ça soit masterclass et franchement j'ai véritablement hâte de découvrir ça en animation. Numéro 3, l'attaque simultanée de Luffy et Bonnie dans leur forme Nika contre Saint Saturne qui se trouve être sur le navire des géants. Là aussi, franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent en matière d'adaptation et j'ai hâte de voir ça. Numéro 2, c'est l'équipage qui va protéger Robin de Saint Saturne au sommet de l'île d'Egghead, plus précisément à côté du Punk Record. Alors là les amis, je ne peux m'empêcher d'avoir envie et d'être rapidement à l'adaptation en animé de cette scène parce que elle est tout simplement masterclass. J'ai adoré déjà cette scène en manga, alors qu'est-ce que ça sera quand elle sera adaptée en animé? Franchement, là, ça reflète l'attachement qu'a l'équipage envers Robin et le fait que l'équipage veuille protéger cette dernière du gouvernement mondial. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir cette scène en animé.
Enfin et surtout, la première place de mon top 5 qui va directement faire écho à une scène s'étant produite sur l'île de Sabaody. La droite monumentale de Luffy à l'égard de Saint Carlos, sauf que là, ça va pas être la droite monumentale de Luffy sur Saturne, mais la droite monumentale de Kuma sur ce dernier lorsqu'il a essayé de tuer Bonnie. Et là, je ne peux m'empêcher d'imaginer à quel point cette scène dans l'adaptation en animé va générer de hype, parce que personnellement, je n'aime pas du tout Saint Saturne, et le fait de voir Kuma lui mettre une droite, ça va occasionner chez moi un soulagement. Je vais dire merci la Toei, merci le studio, merci Kuma pour m'avoir fait vivre ça, parce que c'est une dinguerie, et ça sera une dinguerie au moment de son adaptation en animé. Ça, c'est une certitude absolue. À présent que nous avons terminé tout ce qui a été rattaché aux points positifs et aux éléments qui m'ont plu durant l'arc d'Egghead, nous allons faire une petite entracte avant d'enchaîner sur les points négatifs et les éléments incohérents liés à l'arc d'Egghead, qui va s'apparenter à énumérer un point qui est à la fois un point positif et un point négatif. Cet élément, quel est-il? C'est le passé lié à Kuma. Alors, d'un côté, je suis content qu'il y ait un passif sur Kuma parce que ça permet d'étoffer le personnage, d'étoffer son développement, mais d'un autre côté, je redoute énormément l'adaptation en animé de ce passage-là, parce que, de mon point de vue les amis, alors peut-être que ce n'est que pour moi, mais je trouve quand même que c'est hard. Je sais franchement pas comment le studio va s'adapter par rapport au manga, mais moi je trouve que Kuma, en matière de passif, il en tient une sacrée couche. On avait Robin qui en tenait déjà sacrément, mais Kuma, c'est à un autre niveau, et on peut pas dire que ça soit soft ce qu'on voit dans son passif. Avec l'incident de God Valley, avec ce qui s'est passé sur l'île de Sorbet, tout ça, je me demande comment le studio va se charger de ça en adaptation en animé, et j'avoue que ça me fait un peu peur, parce que on a déjà eu des passifs vraiment très douloureux. Je veux parler bien sûr du passif de Boa Hancock en l'occurrence, où on voit quelque chose de vraiment très très hard. Mais là ça va être un peu sur le même acabit. Donc là, je suis très sceptique quant à l'idée qu'il nous adapte quelque chose pour tout public dans le contexte qui est le passif de Kuma, tout en respectant ce que Eiichiro Oda a fait. Ça, c'est quelque chose qui occasionne quelques interrogations de ma part. Après, peut-être que ce n'est que moi qui fais une fixette là-dessus. Peut-être, à l'égard de vous, ça n'occasionne pas de choses vraiment très hard à proprement parler. Après, les goûts de chacun dépendent, j'en suis la preuve vivante, donc j'ai mon avis, vous avez le vôtre, après c'est comme ça que moi je le perçois. Nous venons d'évoquer jusqu'à présent l'ensemble des points positifs qu'il y avait à redire à propos de l'arc d'Egghead. Nous avons également vu ce que je considère comme étant à la fois un point positif et un point négatif. Mais qu'en est-il des points négatifs ? Autant vous le dire tout de suite, en ce qui me concerne, les points négatifs liés à cet arc sont peu nombreux. Pour être plus précis, il en existe seulement 2. Effectivement, 2 c'est peu, certes, mais pertinent au regard de ce que j'ai à vous dire. On va donc enchaîner avec le premier point négatif lié à l'arc, à savoir le rythme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'arc a duré un total de 64 chapitres et que durant ces 64 chapitres, on a eu à la fois Egghead, les événements liés à la rêverie, le flashback de Kuma, la libération de Koby présent sur l'île de la Ruche et tout le reste que l'on connaît. Le seul problème dans cette équation, c'est que personnellement, j'ai senti un Eiichiro Oda qui voulait parler d'énormément de choses en un minimum de chapitres, et au final,
Personnellement, j'ai eu la sensation que ça partait un peu dans tous les sens. On a déjà eu ce genre de procédé avec l'arc de Wano Kuni, mais c'était beaucoup mieux géré dans le sens où l'arc de Wano Kuni ne faisait pas 64 chapitres, mais bel et bien 149 chapitres. Ce n'est pas du tout la même échelle. Et à cette époque, Oda avait bien mieux organisé le contenu en nous offrant 3 ou 4 chapitres à la fin de chaque partie liée à Wano. Mais là, pour ce qui est de cet arc, c'est à mon sens trop désordonné par rapport au nombre de chapitres alloués. Rendez-vous compte, si on divise l'arc d'Egghead en plusieurs parties afin de différencier les moments clés liés à l'arc, on atteint un total de 8 parties. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un gros problème de rythme. Oda aurait dû soit faire quelque chose de plus centralisé sur Egghead à proprement parler, soit il aurait dû faire un arc un peu plus long de sorte à pouvoir tout caser correctement sans partir dans tous les sens. Pour moi, il y a un souci par rapport à cela. Est-ce que cela résulte du fait que le sensei ait été coincé pendant plus de 3 ans dans un arc qui ne s'en terminait plus? Est-ce pour apporter un maximum d'informations et de réponses aux diverses questions des fans? Cela, seul Oda le sait. Toujours est-il que cela constitue un point négatif en ce qui me concerne et je me suis fait la réflexion à plus d'un titre. Ceci constituait mon premier point négatif que j'ai à redire par rapport à l'arc. Le deuxième concerne le développement de Franky. Aujourd'hui, il n'est pas rare que chaque arc lié à l'œuvre de One Piece mette en avant explicitement ou implicitement un Mugiwara. Ça a déjà été le cas avec plusieurs arcs précédents, Sanji pour Whole Cake Island, Robin pour Enies Lobby, Brook pour Thriller Bark ou encore Zoro pour Wano Kuni. Dynamique à laquelle Oda nous a habitués depuis de nombreuses années, l'arc aurait dû être un arc qui mettrait en avant le personnage de Franky de par la proximité qu'il a eue avec tout ce qui est lié à Vegapunk. En outre, le fait que ce dernier ait été téléporté aux abords de l'un de ses anciens laboratoires sur l'île de Baltimore, d'autant que Franky est admiratif du travail de ce dernier et qu'occasionnellement, qu'il ait utilisé certains de ses plans pour améliorer certaines de ses armes. En l'occurrence, le Radical Beam, qui est une idée qu'il a reçue des plans de Vegapunk conçus pour le projet de développement des armes humaines, les Pacifistas. Ça plus ça plus ça fait que je pense que Franky aurait dû recevoir un développement plus important au cours de cet arc. Au final, son rôle dans l'arc est très subjectif, voire très léger par rapport à ce que beaucoup de fans attendaient d'Eiichiro Oda. Personnellement, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un grand fan du personnage de Franky, mais en ce qui concerne le développement de chaque personnage, j'estime que tout le monde a le droit d'avoir son propre développement et Franky aurait pu avoir le sien, mais cela n'a pas été le cas. Bon, d'accord, je dis ça, mais il y a certains personnages qui n'ont reçu quasiment aucun développement ou presque. Mais bon, peut-être qu'Oda se décidera à passer la marche avant par rapport à ça, sait-on jamais. À présent que nous avons fini de parler des points négatifs, je vais prendre quelques instants pour aborder ce que je définirais comme étant des incohérences liées à l'arc. Tout d'abord, il y a le cas du character design du Dr Vegapunk originel. En effet, lorsque l'on découvre le personnage de Vegapunk pour la première fois au chapitre 485, le Docteur a une apparence autrement différente de ce qui nous a été présenté au cours de l'arc d'Egghead. Et là, de mon point de vue, c'est une petite incohérence dans la mesure où le character design ne correspond pas au premier character design qui nous a été présenté pour la première fois en 2008. On connaît Oda et son aptitude à penser à des choses qui datent d'il y a de nombreuses années et cette incohérence est pour ma part curieuse.
Après, vous pourriez très bien me dire que l'apparence du personnage situé derrière Kuma, au chapitre 485, pourrait s'apparenter à Chaka. Peut-être. Quand bien même, moi je trouve que c'est bizarre de mettre un character design qui est complètement différent de celui qui nous a été révélé il y a de cela de nombreuses années. Pour autant, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis absolument pas déçu du character design du Dr Vegapunk. Ceci n'est absolument pas remis en question, c'est juste pour moi une question de cohérence. D'autre part, on a eu la même dynamique lorsque l'auteur a parlé des 4 empereurs pour la première fois à travers Garp au chapitre 432. Mis à part pour Shanks et Barbe Blanche, les character design de Kaido et Big Mom étaient diamétralement différents de ce que l'on connaît aujourd'hui. Cela dit, si ce que je viens de vous dire vous laisse perplexe, il n'en demeure pas moins que le prochain argument que je vais soulever suscite beaucoup d'interrogations. Que s'est-il passé avec Robin durant l'ellipse liée aux événements hors Egghead? En effet, on peut remarquer qu'au chapitre 1075 et 1078, on voit Atlas, accompagné de Chopper et Robin, marcher puis voler dans le premier étage du bâtiment A comme si ne rien n'était. Mais lorsque l'on revient après l'ellipse au chapitre 1090, on peut remarquer que Robin est grièvement blessée et a dû subir l'intervention de Chopper pour qu'elle soit soignée. Or, on ne sait strictement rien de ce qui s'est passé pour que Robin se retrouve dans cet état. À en juger par le comportement de Nami, on pourrait supposer que York soit la responsable. Néanmoins, on n'a aucune information. Et là, non seulement ça occasionne une incohérence, mais ça occasionne également un oubli de la part de l'auteur qui nous a caché cet événement pour le moins surprenant. Beaucoup de personnes pensent qu'il pourrait s'agir des Séraphins. Seulement, là, on parle de Robin et non pas de Nami ou d'Usopp qui sont les 3/4 du temps en PLS et qui ne savent pas où donner de la tête. Moi, je trouve vraiment ça surprenant qu'Oda ait oublié ou refusé de nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Après, j'espère que ce moment sera adapté en animé de sorte à qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Et bien les amis, nous voilà au terme de cette vidéo bilan qui était consacrée sur l'arc d'Egghead. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.